Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en Égypte. Quelques 200 pays sont réunis à Sharm el-Sheikh jusqu'au 18 novembre. Temps fort de cette première journée, la question des dédommagements financiers réclamés par les pays du Sud a été ajoutée au menu des discussions. Le démantèlement de la centrale de Komati en Afrique du Sud, un projet soutenu financièrement par la Banque mondiale. L'institution a décaissé à cet effet près de 500 millions de dollars pour assurer la reconversion de cette infrastructure qui utilisera des énergies renouvelables. Et puis focus sur le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, un projet synonyme de sécurité énergétique selon le souverain marocain Mohamed VI. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le Tchad, prêt à accueillir une mission d'enquête internationale en lien avec la manifestation d'octobre dernier. Une information confirmée par le Premier ministre Saleh Kebzabo lors d'un entretien donné le 6 novembre à la télévision nationale. Cette annonce intervient alors qu'une mission de la communauté économique des États d'Afrique centrale est actuellement en cours dans le pays. Pour rappel, le 20 octobre dernier, des heurts ont éclaté lors d'une mobilisation organisée à N'Djamena. Réunis à l'appel de l'opposition, les protestataires ont bravé l'interdiction de manifester prononcée par les autorités. Leur cri de colère, le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Déby, récemment investi président de la transition. Le bilan est lourd, une cinquantaine de personnes sont décédées. À ces chiffres s'ajoutent également plus de 300 blessés. Quelle solution face au réchauffement climatique? Pour plancher sur cette problématique, quelques 200 pays sont réunis à Sharm el-Sheikh en Égypte, qui abrite actuellement la COP27. Au cœur des débats notamment, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la question des pertes et dommages liés à ce phénomène. Une thématique qui a officiellement été ajoutée le 6 novembre à l'agenda des discussions. Roberto Bogbe. Pour la première fois, le financement des dégâts climatiques dans les pays du Sud a été mis officiellement à l'agenda de la conférence des parties au climat des Nations Unies. Face à la multiplication des désastres liés au réchauffement, les pays pauvres et vulnérables, particulièrement exposés, réclamaient depuis longtemps que la question du financement des pertes et dommages qu'ils subissent soit abordée à la COP. Ce 6 novembre, les pays se sont entendus pour mettre, pour la première fois, ce sujet qui a presque divisé le Nord et le Sud au menu des négociations. Il sera donc débattu officiellement au cours des 2 semaines de conférence. Je me félicite tout particulièrement de l'accord obtenu entre les parties visant à inclure un nouveau point à l'ordre du jour concernant le financement des questions liées aux pertes et aux préjudices. Ceci, pour la première fois, offre un espace de discussion officiel à l'ordre du jour de la COP et de l'accord de Paris concernant les problèmes de financement en matière de pertes et de préjudices. Vagues de chaleur extrême en Chine et en Europe, inondations meurtrières au Pakistan, pluie torrentielle à Madagascar, sécheresse persistante en Afrique de l'Est. Les manifestations et les répercussions du changement climatique sont de plus en plus spectaculaires au point de leur valoir le vocable de véritable chronique du chaos climatique par le secrétaire général de l'ONU. Lors de sa prise de parole à l'ouverture de la COP27, Simon Still, secrétaire exécutif de la Convention cadre de l'ONU sur le climat, a affirmé qu'il faut faire de la COP27 un succès, ouvrir à travers elle un nouvel ère. Sharm el-Sheikh va nous permettre de passer à la phase mise en œuvre. C'est le signal que les temps ont changé. En tant que secrétaire exécutif de cette convention, j'ai l'honneur d'être ici devant une salle pleine de personnes qui sont véritablement dévouées envers pour relever ce défi, le plus grand défi pour C'est une nouvelle alerte saisissante pour le monde alors que vient de s'ouvrir la grand-messe internationale sur le climat. La température moyenne mondiale cette année devrait être supérieure d'environ 1,15 degrés Celsius à celle de la période pré-industrielle, dopée par des concentrations de gaz à effet de serre qui ont battu de nouveaux records. Ces projections, les premières pour 2022, ont été publiées ce 6 novembre par l'Organisation météorologique mondiale dans son rapport sur l'état du climat dans le monde. Et avant d'assister à la COP27, le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, était en visite en Afrique du Sud. Le 6 novembre, il est allé visiter la centrale à charbon de Komati, située dans la région de Mpumalanga, une infrastructure actuellement en cours de reconversion.
En juillet 2021, Eskom, l'entreprise nationale de production et distribution d'électricité, avait dévoilé un plan de financement pour sortir du charbon et passer ainsi aux énergies renouvelables. Un projet ambitieux et soutenu par la Banque mondiale. Pour accompagner la reconversion de la centrale de Komati, l'institution prévoit de décaisser à cet effet une enveloppe de 497 millions de dollars. Un plan également synonyme de création d'emplois pour les habitants de la région. Écoutons à ce propos David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale, et André Marinus de Ruiter, directeur général de l'Eskom. Komati, avec sa désaffection, puis avec la réutilisation des terres et en permettant aux travailleurs de trouver un emploi dans de nouveaux secteurs pour produire une énergie plus propre et à faible teneur en carbone, c'est une transition très importante pour l'Afrique du Sud, pour Eskom, mais aussi pour la communauté mondiale. À la COP27, c'est de ce genre de projet que l'on discute. Nous sommes très heureux de la visite du président de la Banque mondiale, David Malpass, à Komati aujourd'hui. Je pense que c'est un signal fort de soutien à la réorientation et au renouvellement de Komati. Comme la dernière unité de cette centrale a maintenant cessé de fonctionner. D'un côté, c'est un jour un peu triste. Nous disons adieu au charbon, mais d'un autre côté, c'est un jour qui signale la naissance d'une nouvelle forme de production d'électricité, plus propre et plus verte, préservant les emplois et préservant le rôle qu'Eskom a joué dans cette communauté. On reste en Afrique du Sud avec ce bras de fer entre l'ancien président Jacob Zuma et l'actuel chef de l'État, Cyril Ramaphosa. Ce dernier est accusé par son prédécesseur d'avoir, je cite, dépensé beaucoup d'argent pour acheter son poste de président de l'ANC. Il lui reproche également d'avoir manipulé le processus démocratique. Ces accusations interviennent alors que le mois prochain s'avère décisif pour le président sud-africain. Le chef de l'État saura s'il sera ou non réinvesti candidat de son parti à la prochaine présidentielle prévue en 2024. Rappelons qu'en 2019, le dirigeant sud-africain était dans le collimateur de la médiatrice de la République, Boziziwe Mqwebane. La juriste l'avait accusé d'avoir menti au Parlement au sujet d'une donation de 500 000 rands alors qu'il cherchait à prendre les rênes de l'ANC. Il a finalement été blanchi par la Cour constitutionnelle en 2021. Le Maroc célébrait ce 6 novembre le 47e anniversaire de la Marche verte. À cette occasion, le roi Mohamed VI s'est adressé à la nation. Un discours durant lequel il est notamment revenu sur l'état d'avancement du projet de gazoduc reliant le Nigeria au Maroc. Long de 6000 km, ce projet est selon le souverain chérifien synonyme de sécurité énergétique et de développement socio-économique. Les détails avec Joël Ballot. Le projet de gazoduc, signé entre le Maroc et le Nigeria en 2016, va donner à l'Afrique une nouvelle dimension politique, comme l'indique le roi du Maroc, Mohamed VI, qui s'est adressé ce 6 novembre 2022 aux Marocains à l'occasion du 47e anniversaire de la Marche verte. Ce projet vise à maximiser les retombées économiques, sociales et environnementales sur les territoires concernés à travers notamment l'accélération de l'électrification, le soutien au développement, la dynamisation de l'économie régionale et l'intégration économique. Nous nous félicitons ici de l'appui des institutions financières régionales et internationales qui ont exprimé le souhait d'apporter leur concours effectif à sa mise en œuvre. À ce propos, nous tenons à affirmer le souci du Maroc d'agir toujours de concert avec nos frères du Nigeria et l'ensemble des partenaires en toute transparence et responsabilité pour que ce projet soit concrétisé dans les meilleurs délais. Long de 6000 km, le méga-projet Nigeria-Maroc doit traverser 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Il doit permettre d'acheminer plus de 5000 milliards de mètres cubes de gaz naturel jusqu'au Maroc et contribuer à une croissance équitable et durable pour 440 millions de personnes. Nous nous félicitons ici de l'appui des institutions financières régionales et internationales qui ont exprimé le souhait d'apporter leur concours effectif à sa mise en œuvre. À ce propos, nous tenons à affirmer le souci du Maroc d'agir toujours de concert avec nos frères du Nigeria et l'ensemble des partenaires en toute transparence et responsabilité pour que ce projet soit concrétisé dans les meilleurs délais.
En septembre 2022, un mémorandum d'entente relatif à ce projet de gazoduc a été signé à Rabat entre la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria et le Maroc. Eu égard à la dimension continentale du gazoduc Nigeria-Maroc, ce projet structurant permettra également d'ouvrir une nouvelle voie d'exportation vers l'Europe. Quel bilan pour la 14e édition du forum MEDEIS qui s'est clôturé le 5 novembre au Maroc. Chefs d'État et de gouvernement, ministres ou encore dirigeants d'entreprises étaient réunis à Tanger pour 4 jours de débat. 50 sessions et tables rondes étaient organisées autour du thème suivant, de crise en crise vers un nouvel ordre mondial. Reportage de nos envoyés spéciaux Marcel Kouassi et cher Omar Kamara. Clap de fin du 14e Forum international MEDEIS qui s'est tenu du 2 au 5 novembre 2022 à Tanger au Maroc, réunissant près de 250 intervenants et plus de 5000 participants. Ces rencontres de 4 jours ont permis aux intervenants de réfléchir et d'échanger sur une cinquantaine de thématiques prioritaires à l'agenda international et du continent africain. Monsieur Brahim Fassi Firi, président de l'Institut Amadeus, s'est réjoui de cette 14e édition du Forum international MEDEIS. À l'issue de cette 14e édition, je peux que me réjouir du résultat de ces 4 jours intenses de débats, également intenses, sur plus d'une cinquantaine de thématiques prioritaires dans un contexte international bouleversé. Je peux que me réjouir du fait qu'à Tanger se sont réunis plus de 250 intervenants autour de 5000 participants issus de 100 pays, plus de 100 pays. Ceci confirme que le forum MEDEIS est définitivement installé dans l'agenda international des grandes conférences, mais aussi que ce forum pèse puisque des décideurs politiques de premier plan, chefs d'État, chefs de gouvernement, ministres, hauts responsables, mais aussi acteurs économiques de premier plan se réunissent ici pendant 4 jours pour réfléchir ensemble, mais aussi pour décider de décider ensemble. José Maria Pereira, président du Cap-Vert, a également souligné l'importance de ce forum qui, pour lui, est un espace de réflexion et d'imagination du futur du continent. Et très important, c'est un espace de réflexion stratégique sur le futur de l'Afrique. Nous devons penser l'Afrique, comment nous pouvons profiter des opportunités qui existent maintenant pour garantir la transformation socio-économique de notre continent. Et MEDEIS, c'est un espace de réflexion et d'imagination du futur du continent. À noter que les MEDEIS s'inscrivant dans l'agenda des grandes conférences mondiales, se présentant comme une institution pour un dialogue nord-sud, ont lieu au mois de novembre de chaque année à Tanger au Maroc. Pour Africa 24, Marcel Kouassi, envoyé spécial à Tanger au Maroc. Nous partons à présent au Burkina Faso où les étudiants en sciences et technologies de l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso ont conçu un lombricomposteur, un outil présenté lors de la 3e édition des journées de valorisation des technologies, inventions et innovations. Objectif affiché, fertiliser les sols et améliorer la gestion des déchets organiques. Roberto Bokbi. Améliorer la gestion des déchets organiques tout en fertilisant les sols pour améliorer le rendement agricole au Burkina Faso, tel est l'objectif que se sont fixés des étudiants burkinabés. Ainsi, à l'occasion de la 3e édition des journées de valorisation des technologies, inventions et innovations, un lombricomposteur made in Burkina Faso, appareil qui permet de transformer les déchets organiques en engrais, a été présenté par les étudiants en sciences et technologies de l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso. Nous avons travaillé sur le lombricompost. C'est un type de compost dont le processus de la décomposition est accéléré par des vers de terre. Et ce sont des vers de terre particuliers, ce n'est pas comme les autres vers de terre que nous connaissons dans la nature. Les produits de base, ce sont les déchets organiques. Notre projet a été de créer un engrais biologique pour fertiliser nos sols. C'est les vers de terre qui vont faire ce compost-là et c'est une façon aussi d'évacuer nos déchets ménagers et même les déchets agricoles. Notre pays fait face à vraiment une rareté, une cherté d'engrais, donc c'est une façon pour nous aussi de contribuer.
Avec 5,7 millions d'hectares cultivés annuellement, le Burkina Faso en proie à une crise de sécurité depuis quelques années et aux effets néfastes du changement climatique, peine à assurer la sécurité alimentaire des citoyens. Une crise alimentaire qui s'explique en partie par une baisse de la production des céréales. Pour garantir cette sécurité alimentaire, mais aussi améliorer le développement du pays, les autorités burkinabées misent sur la recherche et l'innovation, notamment en termes de fertilisation des sols, de méthodes de conservation et de production de semences adaptées. Vous avez pu suivre les résultats qui ont été proclamés tout à l'heure et qui ont montré que ces jeunes-là sont pleins d'idées innovatrices. Quand vous regardez les 5 projets qui ont été primés, ça répond à la question qui est posée dans le thème de cette 3e journée-là. Les jeunes ont véritablement proposé des innovations qui permettraient de résoudre les préoccupations réelles des producteurs de la région des Hauts-Bassins. Au Burkina Faso, la désertification progresse de 360 000 hectares chaque année, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Une situation qui met un Burkinabé sur 5 en état d'insécurité alimentaire, conclut les données du Food Security Cluster. En 2021, les importations de denrées alimentaires représentaient 12% du total des importations du pays, d'où la nécessité pour les autorités de booster la production agricole. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.